est-ce qu'on ne pourrait pas aller cueillir la plante, la faire sécher, la réduire en poudre, la mettre en gélule? Les mélodies des protéines. Et en fait, les tomates ont généré les protéines dont elles entendaient la mélodie, qu'on appelle maintenant les remèdes de grand-mère, mais en fait c'était ça, c'était de l'herboristerie quoi. Est-ce qu'on pourrait dire que les plantes peuvent remplacer les médicaments? Bonjour tout le monde, bienvenue sur monsoin.ch, la plateforme qui vous permet de découvrir des thérapeutes spécialisés en ligne. Aujourd'hui, nous recevons Morane. Bonjour Morane. Bonjour. Morane va nous parler de l'herboristerie et va nous expliquer comment, grâce à ces soins, on va pouvoir se reconnecter à la terre. On va aussi traverser l'exemple des cycles menstruels et on finira par aborder la question de savoir qu'est-ce qu'un bon thérapeute, comment un thérapeute peut vraiment vous aider. Merci pour tout, merci de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est comme ça que ça fonctionne, ça nous aide énormément. Et n'hésitez pas à commenter, on a toujours plaisir à voir vos commentaires, même si c'est mon père, mais voilà, ça fonctionne aussi. Merci beaucoup. Salut Morane, comment ça va? Ça va, merci. Salut Antoine. Pas trop stressé? Non, pas du tout. Non? Morane, tu es là aujourd'hui pour nous parler de l'herboristerie. Exactement, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'herboristerie? Parce que j'ai l'impression que c'est un domaine très grand et au final, est-ce que tu peux nous donner des exemples et expliquer en quoi ça consiste? Alors l'herboristerie, c'est un domaine effectivement vaste, à la différence de la phytothérapie qui est en fait d'administrer des plantes selon un diagnostic qui est posé, un diagnostic qui n'est pas médical. L'herboristerie, ça comprend aussi la reconnaissance des plantes, la cueillette, la préparation, le séchage, et puis il y a aussi toute une dimension nutritionnelle. Et du coup, c'est tout ce processus en fait, de la reconnaissance de la plante à la cueillette, au séchage, à la préparation, puis à la partie phytothérapeutique qui est d'administrer. Du coup, c'est hyper complet en fait au final. Ouais. Ouais. Et puis après, toi, tu vas utiliser, comment tu vas utiliser ça en fait dans le quotidien? Moi, j'utilise en tisane, Okay. j'utilise en cueillette, j'utilise en comestible, j'utilise en huile essentielle aussi. Puis tu utilises pourquoi? Là, en ce moment, j'utilise plutôt pour tester, pour goûter. Parce qu'il faut savoir aussi que je sors de cette formation. Et du coup, pour l'instant, je suis plus dans un processus où je découvre les plantes que j'ai étudiées sur papier. Je les goûte, je les touche, je les cueille, je les fais macérer, je teste. Et après, pour moi, je les utilise pour me faire des tisanes, pour dormir, pour me faire des huiles pour la peau, pour le visage, pour les muscles. Du coup, est-ce qu'on peut dire que tu essaies de découvrir à chaque fois un peu la plante, de comprendre comment elle fonctionne, pour ensuite pouvoir l'utiliser correctement? Exactement, ouais. Je suis dans ce processus-là en ce moment. Ok, mais tu m'avais fait une huile essentielle, une huile de massage, ouais, qui est extraordinaire, je vous la recommande, et qui effectivement me permet de plus devoir prendre d'anti-inflammatoires par exemple. Est-ce qu'on pourrait dire que les plantes peuvent remplacer les médicaments? Alors c'est une grande affirmation ça. Je dirais que les plantes, elles peuvent remplacer les médicaments pour ce qui est de la prévention et puis de maladies qui sont bénignes ou qui ne sont pas graves. Mais après, je ne recommanderais jamais de manger des orties en cas de cancer, par exemple. Bien entendu. Et puis, quel est le plus si moi, par exemple, j'utilise ton huile plutôt que de prendre un anti-inflammatoire? Il faut savoir aussi que les médicaments, ils ont d'autres substances qui sont toxiques pour le corps et qu'ensuite, qui vont agir comme elles sont recommandées. Donc elles vont calmer une inflammation par exemple. Mais ensuite, il reste les déchets de ce médicament que le corps, plus particulièrement le foie, doit éliminer. Et donc le foie, il se fatigue et il s'abîme à faire ça, si on en prend trop. Donc c'est là où les plantes, elles peuvent prendre ce contre-pied-là, c'est-à-dire déjà, peut-être on ne les ingère pas, si c'est une huile en l'occurrence que je t'avais faite, ça s'applique sur la peau et du coup il n'y a pas après cette élimination qui doit être faite. Et puis même si on prend des plantes, qu'on les ingère pour une certaine maladie, on peut directement mettre dans la préparation des plantes qui vont soutenir le foie,
Donc on peut vraiment faire quelque chose de complet et puis quelque chose qui aide directement à l'élimination des substances. Ok. Et du coup, comment ça se passe un soin? Si on vient chez toi sur monson.ch, comment ça se passe? Ben, c'est en plusieurs temps, ça prend un peu de temps, donc c'est quand même un processus qu'il faut choisir. Déjà, ben moi c'est ma première mission, c'est que les personnes qui viennent me voir, elles soient là par choix ou par curiosité, les deux me vont très bien. Mais du coup, il y a un premier temps qui est une prise de contact et puis une anamnèse, donc vraiment on passe en revue la situation, tous les systèmes corporels. Surtout que des fois, on a typiquement mal quelque part ou une angine ou quelque chose, mais qu'en fait, si on passe en revue tout le corps, il y a aussi un petit truc niveau digestif, j'ai aussi un peu bobo là. Et puis, tout ça, après, moi, me permet plus tard de choisir mieux mes plantes. Puis après, en fait, dans ce premier temps, il y a une étape qui est très importante pour moi, qui est le choix de l'objectif et des intentions. Et ça, c'est un choix commun que je prends avec la personne. Comme ça renforce aussi pour moi cette optique de faire les choses de manière choisie. Ensuite, il y a une deuxième partie qui me concerne que moi, c'est-à-dire je prends du temps chez moi pour réfléchir à plusieurs propositions qui pourraient être faites à la personne. Et puis là, j'essaye de proposer un panel assez varié et complet qui peut aller de la gélule de plante que tu ingères le matin avec un verre d'eau à prendre le temps de faire une tisane, de la faire infuser, de prendre ton thermos avec la journée, ou une huile que tu vas t'appliquer tous les soirs, ou juste un petit rôle d'huile essentielle, juste de manière olfactive, qui peut déjà avoir un effet. Et après avoir vraiment passé tout ça en revue, donc vraiment j'étale toutes mes plantes chez moi, et puis je choisis, je joue avec en fait pendant ça me prend en général 2 heures. Okay. Et après, je renvoie en retour un document avec entre 3 et 6 propositions, les explications de pourquoi telle plante, pourquoi j'ai choisi ça plutôt que ça, comment ça peut aider, qu'est-ce que ça implique aussi de cette proposition. Et ensuite, la personne, elle choisit. Donc, entre ces 3 ou 6 propositions, je veux ça, ça, ça. Et puis là, ensuite, je prépare ou alors je guide la personne pour qu'elle puisse commander près de chez elle. Et ensuite, il y a toute la prise de mes préparations qui dure 21 jours. Et ensuite, après 21 jours, c'est de nouveau une prise de contact et on fait le point et on décide de la suite. Ok, trop bien. Et tu m'as dit que tu travailles avec les 4 éléments. Ouais, j'essaye. Ça, c'est juste un indicateur que j'ai pour moi à la fin de tout le travail que j'ai fait, où j'ai choisi les plantes et les propositions et les préparations. Je passe en revue, est-ce que j'ai les 4 éléments? Est-ce que ça touche l'air, la terre, le feu? Tu peux nous expliquer comment? Par exemple, dans les tisanes, il y a beaucoup l'eau qui est impliquée. Dans les huiles essentielles, il y a beaucoup l'air, puisque c'est très olfactif. Dans les huiles de massage, il y a beaucoup le côté tactile, touché. La terre, ça peut être... si je vois par exemple à la fin de plusieurs propositions qui manquent l'élément terre, je peux proposer à la personne d'aller elle-même cueillir ses plantes par exemple, d'aller faire une balade juste après avoir pris la tisane. Ça me permet de compléter et puis d'ajouter des petits éléments qui peuvent être selon moi complémentaires. Mais qui sont après aussi à choix pour la personne, quoi. Fantastique. Maureen, tu sais, on parle des plantes. Ça paraît comme ça, des fois, de prime abord, inoffensif. Et pourtant, on en a discuté. Il faut faire attention quand on manipule les énergies. Pourquoi? Bon, déjà, il faut faire attention quand on manipule les plantes aussi, parce que certaines ne sont pas si inoffensives que ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, je me tourne aussi... Pour faire des mélanges de tisanes vers des herboristeries agréées. Donc je commande les plantes auprès d'elles. Et puis après, au niveau des énergies, ça c'est quelque chose de très personnel, mais auquel je tiens beaucoup. En fait, moi, je considère l'herboristerie comme un outil pour lequel moi je me suis formée à l'utilisation. Et puis en fait, je mets au service des autres cet outil-là. Mais il faut savoir que moi, je suis un filtre entre l'outil et la personne qui va l'utiliser. C'est-à-dire c'est quand même moi qui choisis quelle plante je propose, au milieu de 5-6 plantes qui pourraient
convenir à ton objectif, bah, c'est quand même moi qui vais choisir laquelle. Donc moi, je suis un filtre. Et puis, je ne prends pas du tout à la légère le fait d'être ce filtre-là et de jouer ce rôle-là. C'est une grande responsabilité pour toi. Oui. Pourquoi? Pourquoi je considère ça comme une grande responsabilité? Ouais. Bah parce qu'en face de moi, il y a une personne qui a besoin d'aide, en fait, qui vient chercher un outil. Et pour moi, je le sais parce que je suis aussi très régulièrement dans cette position-là, quand je vais chercher un outil ou quand je vais chercher de l'aide, bah, ça me met dans une position de vulnérabilité aussi. Enfin, je reconnais que j'ai besoin de quelque chose d'autre que de moi pour passer ce cap-là. Et puis, du coup, je ne prends pas à la légère le fait d'être la personne qui va prendre soin de cette vulnérabilité-là. Et tu me disais avant que ça prenait la forme que parfois tu as peut-être beaucoup d'éléments à donner à la personne, et plutôt que de lui laisser le choix complet, parce que tu vas sentir que peut-être une possibilité n'est pas intéressante, tu vas réduire le choix. C'est juste, hein, tu avais une anecdote avec ça. Ouais, bah après ça dépend, parce que quand je fais mes propositions avec des plantes, ça reste quand même très scientifique, à mes yeux. En tout cas, c'est moléculaire, c'est biochimique ce qui se passe. Donc là, je propose l'entier du panel de ce que j'ai à proposer. Tout en sachant que je rends la personne attentive. Bah, si tu choisis la tisane, par contre, ça te prend une demi-heure tous les jours, quoi. Donc si tu sens que tu es dans une phase de vie où tu n'as pas une demi-heure à donner à ça, prends la gélule pendant un moment. Et puis une fois que tu as sorti la tête de l'eau, on peut passer peut-être à la tisane. Mais il y a toujours un point final que je mets dans les documents que je renvoie aux personnes. Et c'est toute une dimension plus symbolique, moi, que j'appelle le langage des oiseaux. Donc le langage des oiseaux, c'est la maladie, donc qu'est-ce que le mal a à dire. Et puis ça, c'est tout un aspect symbolique, donc où j'impose pas de vérité. Je dis pas si t'as ça, c'est qu'il se passe ça, ou la symbolique de ça, c'est ça, mais c'est plutôt, je renvoie des questions. C'est plutôt, je t'invite, si t'as cette angine-là, à te questionner. Et je donne 3-4 questions qui pourraient aussi donner à la personne une autre vision de ce qu'elle est en train de traverser. Et c'est ce paragraphe-là que, pour l'instant, ça m'est arrivé une fois. J'ai senti que la personne en face, c'était pas du tout le moment pour elle de recevoir des questionnements et qu'elle avait besoin juste de faits et de choses qui fonctionnent ou pas. Après, ça dépend, mais pas de questionner et pas d'aller creuser et pas d'aller fouiller. Et puis, c'est là aussi où je joue ce rôle de filtre. Et j'estime les personnes tout à fait capables. Je ne dis pas que j'ai senti que la personne en face n'était pas capable, mais j'ai senti que c'était trop pour elle pour l'instant. Ça ne veut pas dire que je supprime complètement ces questionnements que j'aurais à lui donner, mais c'est que j'attends. Je sens que peut-être ça pourrait être dans après les 21 jours, on fait le point. Et si je sens que la personne elle a repris un peu du poil la bête, là, je pourrais poser ces questionnements-là pour une deuxième étape. C'est super intéressant. C'est beaucoup quelque chose qu'on a parlé aussi. Tu sais, dans un raisonnement plus large, l'artiste est l'œuvre, l'homme est le soin. Est-ce qu'on peut différencier l'œuvre de l'artiste? Et du coup, est-ce qu'un thérapeute qui fait n'importe quoi dans sa vie peut quand même être un bon thérapeute? Tu vois, j'ai l'impression que c'est une question qui vient souvent, et cet aspect de savoir de la cohérence, etc. Tu vois, qu'est-ce que tu en penses? Alors la cohérence, pour moi, c'est un mot qui est très important, mais qui est aussi très... Il est sur un spectre, parce que pour moi, on peut être cohérent dans son incohérence. Et moi, je ne condamne pas du tout l'incohérence. Je trouve juste qu'il faut être prudent avec ce qu'on émet comme étant des vérités. Parce qu'il faut aussi garder en tête qu'on est un canal aussi par lequel les choses passent. Et qu'en fait, tout ce que je vais donner, moi, c'est ma vérité de l'instant, de l'état dans lequel je suis, de peut-être moi aussi, je suis en train de traverser quelque chose qui fait que je vais plus voir ça que ça. Et après, est-ce que quelqu'un qui fait n'importe quoi, comme tu dis, peut être quand même un bon thérapeute? Je sais pas. J'arrive pas à répondre à cette question. Pour moi, il n'y a pas une vérité qui flotte et que des gens arrivent à capter et peuvent transmettre. Pour moi, il y a ta vérité, il y a ma vérité, il y a la vérité de chacun.
Et puis, je pense pardon, que c'est très bien que sur ta plateforme, il y ait 15 minutes d'essai gratuit au début, parce que peut-être ma vérité ou ma façon de l'énoncer ou ma façon de voir juste les choses, mes valeurs, vont peut-être pas convenir à certains. Ça fera pas de moi une mauvaise thérapeute, ça fera juste de nous deux personnes incompatibles en fait. On en revient à l'autre question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire l'herboriste, d'être herboriste? Je peux raconter ma vie ou pas? Oui, avec plaisir. Ok. Donc moi je suis aussi enseignante à l'école primaire avec des enfants. J'ai travaillé pendant 5 ans à 100% et puis j'ai tout quitté. Je suis partie voyager pendant 3 ans. Et c'est pendant ces années de voyage-là que j'ai rêvé que j'étais herboriste et je me suis dit « Oh, ça me va super bien ». Aucune idée d'où ça sortait parce que j'avais pas particulièrement une affinité avec ça ou la main verte. Mais je me suis un peu inscrite à cette formation sur un coup de tête. Après, j'ai quand même bien réfléchi à la formation à laquelle je m'inscrivais parce que j'avais envie que ce soit profond, dans le sens où j'avais pas envie d'apprendre par cœur ah oui, tu as une cystite, prends telle plante. J'avais envie de comprendre pourquoi et de savoir exactement la raison pour laquelle je pouvais conseiller telle ou telle plante. Puis du coup, j'ai trouvé une formation qui me plaisait beaucoup et qui était très complète sur 3 ans et demi, où j'ai fait de la médecine, donc j'ai exploré le corps humain, j'ai fait de la diététique, de la nutrition, j'ai fait de la botanique, donc toute la reconnaissance de la plante, j'ai fait de la chimie moléculaire ou de la chimie organique, donc plutôt chimie verte, chimie végétale. J'ai fait des stages, j'ai fait des cueillettes. Et en fait, ça, c'est une pensée que j'ai eue après, parce que je me suis dit, en fait, ça allait clairement dans la phase dans laquelle j'étais, où j'étais en voyage en pleine nature. Enfin, j'étais beaucoup dans la nature et tout. Et puis, très connectée à ça. Et en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresserait aussi pour moi personnellement, parce qu'en fait, je me suis inscrite à cette formation sans idée derrière la tête. C'était juste, j'ai trop envie d'acquérir ces connaissances. Et quelle est pour toi la plus-value de l'herboristerie par rapport aux autres médecines alternatives, par exemple? Pour moi, c'est quelque chose qui reconnecte à la terre et qui nous remet en fait dans le contexte de ce qu'on est, c'est-à-dire connecté au tout. J'ai une croyance très forte envers l'univers et le fait qu'on fait tous partie de quelque chose d'unique, mais qu'on a tous notre individualité là-dedans. Et pour moi, cette plus-value, elle est là, c'est-à-dire il y a toute la médecine de la plante qui est très biologique et moléculaire et chimique. Et il y a son action sur le corps qui est aussi très scientifique. Telle molécule va agir sur tel système parce que nanana, et donc le résultat est tel. Mais il y a aussi toute la dimension de se reconnecter à ça, de se reconnecter à une médecine qui est quand même très archaïque et qui était pratiquée, qu'on appelle maintenant les remèdes de grand-mère, mais en fait c'était ça, c'était de l'herboristerie quoi. Et puis si je peux aller encore plus loin, moi ce que j'aime faire aussi avec les personnes qui viennent me voir, c'est même d'aller avec elles dans la nature, cueillir elles-mêmes leurs plantes et d'avoir déjà toute cette prise de conscience. Ok, je cueille cette petite feuille de framboisier qui va m'aider pour mon syndrome prémenstruel et je la mets dans un petit sachet et ensuite je la ferai sécher et ensuite je pourrai la boire. Et puis ça c'est quelque chose, comme je disais aussi, que j'expérimente moi-même encore maintenant parce que j'ai appris des centaines de plantes dans mon école, mais je les ai pas encore toutes goûtées, je les ai pas encore toutes testées pour moi. Et puis je suis dans cette phase-là aussi de test. Et en fait, ça a un goût différent quand tu peux boire la camomille que tu as cueillie toi-même, que tu as fait sécher toi-même, pour t'endormir le soir. Je trouve que c'est fort quand même. Pour moi, ça a une puissance incroyable. Incroyable. C'est comme un jeu en fait avec la nature. Où tu vas constamment être en interaction avec elle et en même temps tu as quelque chose de matériel, la plante elle est là, tu dois aller dans la nature et tu es obligé de te reconnecter avec elle, plus tu mets de toi parce que tu as l'intention et tout ça, et en fait c'est fantastique. On peut dire que tu prends un peu, que tu vas à contre-courant
on est là de nos jours avec les technologies, avec les réseaux sociaux, on est constamment sur notre téléphone, etc. Et toi, au contraire, tu avais cet exemple d'ailleurs où tu me disais, les gens, maintenant c'est devenu presque à la mode d'avoir un agenda rempli. Et toi, tu me disais, prends 2 heures devant ta tisane et puis on en rediscute. Et dans ton soin, tu pars aussi d'aller vers cette reconnexion à la nature, dans un monde qui est toujours plus digitalisé. Bah, en fait, pour moi, c'est là toute la plus-value de l'herboristerie, c'est-à-dire que en fait, il y a déjà une prise en charge de sa propre santé qui commence à partir du moment où tu décides de te tourner vers l'herboristerie. C'est-à-dire, pour moi, tu as déjà fait un choix vers ta santé. Et oui, je parlais du fait que c'est devenu hyper fancy, d'être tout le temps overbooké. Et en fait, ça, encore une fois, ça dépend dans le sens où bah, si je sens que la personne... Pour moi, le principal, c'est de venir en aide à la personne. Et c'est pour ça que je me sens très impliquée dans les soins, les protocoles que je fais. C'est pour ça que je prends grande conscience de la responsabilité que j'ai. C'est que pour moi, c'est pas je vais te filer un truc et t'iras mieux et après je te laisse. On se voit 21 jours après, comment tu te sens? Est-ce que tu aurais envie de partir sur autre chose? Est-ce que tu veux continuer comme ça? Et en fait, moi, évidemment, là aussi où je joue le rôle de filtre, c'est que j'ai une vision de là où j'aimerais t'amener, que je pense être la bonne. Je me laisse complètement guider par ce que la personne, elle va choisir ou pas. Genre dans les propositions, si tu choisis la gélule que tu t'ingères le matin, et basta, on n'en parle plus, j'accepte. C'est une proposition que je t'ai faite. Pour moi, ce qui est primordial, c'est que ce soit choisi. Mais là où j'aimerais amener les personnes, évidemment, c'est dans quelque chose de plus profond et de plus conscientisé, c'est-à-dire, mais si tu aimerais cette gélule, est-ce qu'on ne pourrait pas aller cueillir la plante, la faire sécher, la réduire en poudre, la mettre en gélule? Et là, pour moi, il y a une vraie prise en charge qui est faite. C'est la conscience aussi d'être soi dans un environnement et dans lequel on est parfois happé à autre chose, tu vois. Et en fait, toi, tu te dis, mais c'est tout simple, la plante, elle est là, viens l'accueillir avec moi. C'est un peu dans ce sens-là que tu vas. Oui, tout à fait. Maureen, dans ta vie personnelle, tu as aussi fait l'expérience d'aller voir des psychologues, c'est juste. Maintenant que tu as choisi de faire ta formation en herboristerie, comment est-ce que tes soins peuvent être complémentaires ou différents d'aller voir un psychologue? Ben, pour moi, la psychologie du grec ancien, c'est la connaissance de l'âme. Et en fait, je ne vois pas qui d'autre que soi-même peut mieux approcher ou connaître sa propre âme. Et bah, les psychologues, les thérapeutes, ils ont aussi un rôle à jouer, c'est un outil comme un autre. Je ne vais pas prôner l'herboristerie plus qu'un psychologue, par exemple. Je pense en revanche que l'herboristerie, c'est une porte d'entrée différente pour aller reconnecter avec son âme, qui se fait peut-être pas par la parole, mais qui se fait par quelque chose de beaucoup plus terrestre et matériel, qui est justement, franchement, c'est très simple, quoi, aller se balader, cueillir une fleur et la manger, quoi. Beaucoup plus par l'action au final. Ouais. Ouais. Et pour moi, toute cette mise en mouvement aussi, elle est très importante. Et je pense que, encore une fois, c'est dans des phases différentes de soi et de la santé. Des fois, ça fait du bien d'être assis et juste de parler et de remuer des choses. Et des fois, ça fait du bien de se mettre en mouvement et d'aller toucher, d'aller sentir, Pour moi, c'est notre porte d'entrée. J'avais entendu un jour que Aristote, c'était Aristote, avec ses disciples, il allait marcher. Et en fait, on les appelait les péripatéticiens. Parce qu'en fait, il marchait, il disait, on va faire d'abord marcher le corps avant de faire marcher la tête. Ouais. Hyper intéressant, alors que de nos jours, maintenant, souvent, on s'arrête, on est bloqué, et il n'y a plus que la pensée qui parle. Pour venir à quelque chose de plus quotidien, j'aurais voulu aborder avec toi le thème des cycles menstruels. C'est un bon thème parce que c'est la plupart des personnes qui viennent me voir
pour recevoir un protocole de soins, c'est pour les cycles menstruels. C'est vrai? Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer les 4 cycles? Oui, les 4 phases du cycle. Les 4 phases du cycle, On a la phase menstruelle qui est les règles, les menstruations. On a la phase folliculaire qui est, si on compare au cycle lunaire, la phase ascendante. On a l'ovulation qui est la pleine lune et on a la phase descendante qui est la phase lutéale et c'est là où interviennent les syndromes prémenstruels par exemple. Comment tu vis, toi, tes cycles menstruels? Est-ce que tu peux expliquer Ouais. à un homme comme moi qui ne vit pas ça dans son corps, comment toi ça t'impacte dans ton corps, dans tes relations, dans tout? Ben, corporellement, il y a des symptômes physiques qui sont parfois visibles, parfois internes. Il y a des symptômes psychologiques au niveau du moral simplement. Je vis ça un peu comme des montagnes russes, quoi. Et c'est quelque chose qui me pousse beaucoup à me reconnecter à mon corps. Il y a des thérapeutes qui font ça très bien d'ailleurs, des thérapies pour apprendre à se reconnecter à chaque phase, à chaque archétype. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Moi, je le vis, je suis encore dans une phase test où pour l'instant, j'ai pas envie d'agir dessus. Je trouve qu'on est une génération où on a connu très tard en fait. Enfin, moi, j'ai passé 27 ans de ma vie à déprimer une semaine par mois avant qu'on me dise, enfin, que j'apprenne l'existence des syndromes prémenstruels, par exemple. Donc, c'est très nouveau pour moi encore de savoir qu'il existe ces 4 phases et puis de savoir que je traverse des choses différentes dans les 4 phases. Et du coup, pour l'instant, je n'ai pas encore envie d'agir dessus. Pour l'instant, je suis en train d'observer. Et comment sont tes observations suivant les phases? Qu'est-ce que tu observes de toi-même suivant la phase? Moi, mes observations par rapport à ces 4 phases, en fait, elles sont finalement très en lien avec ce qu'on nommerait les archétypes de chaque phase. Donc les règles, les menstruations, c'est l'hiver, c'est la sorcière, c'est quelque chose de très intérieur, c'est quelque chose de très introspectif. Ensuite, il y a la phase folliculaire qui est le printemps, la jeune fille, donc c'est tout le renouveau, enfin tout, on sent vraiment littéralement la sève monter, quoi, l'énergie monter. Ensuite, il y a l'ovulation, l'été, la mer. Et ensuite, on a l'automne, qui est la phase lutéale, l'enchanteresse. Et en fait, mes énergies, elles sont toujours très, très en lien. C'est pas des conneries, quoi, ce qu'ils racontent dans les archétypes. C'est vraiment très, très observable. Et c'est comment, par exemple, dans tes relations? Alors, mes relations, elles sont impactées, mais par rapport à vraiment moi, comment je me situe. Donc, évidemment, l'ovulation, je brille, j'ai aucune peine à être en société. En fait, moi, je remarque ça très fort. Normalement, je calcule beaucoup où j'en suis pour justement essayer d'avoir des observations. Mais des fois, je suis dans des phases de vie où je me fais happer et je note plus grand-chose et je sais même pas où j'en suis. Et je dois aller à une soirée et j'ai vraiment pas du tout envie d'arriver seule. Donc, c'est vraiment le genre de soirée où je peux écrire à mes copines pour qu'elles viennent me chercher à la porte d'entrée parce que je veux pas arriver seule. Et 2 semaines après, je peux arriver à une soirée, je connais personne, je suis hyper contente, il n'y a pas de souci. Et en fait, ça correspond typiquement à une ovulation ou à un syndrome prémenstruel où je me sens pas du tout à l'aise au milieu de tout le monde. Je suis là, mais qu'est-ce que je vais dire? Je suis pas intéressante. Donc c'est plutôt moi, comment je me positionne, qui impacte mes relations. Du coup, les personnes qui viennent te voir, par exemple, je ne sais pas, pour des règles douloureuses, comment l'herboristerie, elle peut les aider? Il y a des plantes qui sont antispasmodiques, certaines qui sont spécifiquement antispasmodiques des muscles lisses, dont fait partie l'utérus. Et du coup, pour des règles douloureuses, on peut calmer les spasmes, parce que les règles, c'est des spasmes de l'utérus qui essayent de faire sortir l'endomètre. Et du coup, tu peux calmer ces spasmes-là par des plantes. Que tu ingères, tu ingères ou que tu peux mettre en huile de massage, par exemple. Tu peux te masser. Okay. Et c'est là où pour moi toute l'herboristerie a du sens, c'est parce qu'en plus, quand tu es en période de règles, te faire un petit massage le soir, c'est déjà du soin.
peu importe avec quoi tu te masses, mais si en plus dans l'huile de massage, tu as une huile essentielle qui est antispasmodique des muscles utérins, bah c'est le pompon, quoi. Génial. Et pour les autres phases, tu utilises aussi... Bah, pour le syndrome prémenstruel surtout, parce qu'en fait, bah, ça, il faut savoir que si on ressent très fortement des syndromes prémenstruels, donc tout ce qui peut aller avec le moral, les douleurs physiques, bah, en fait c'est dû à un déséquilibre de la balance hormonale entre la progestérone et puis les œstrogènes. Et puis il y a des plantes qui sont œstrogène-like ou progestérone-like, donc qui vont augmenter la production de progestérone et qui peuvent justement diminuer le déséquilibre. Ça par contre, bah, c'est tout un soin qui se fait en prévention, typiquement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien quand tu as mal au ventre ou quand tu sens que tu as une mauvaise humeur à cause de ton SPM de manger de l'achillée millefeuille par exemple. Okay. Il faut l'avoir prise à partir de l'ovulation, donc souvent moi c'est ça que je dis, dès que tu es en ovulation, si la personne elle sait exactement où elle en est, tant mieux, sinon c'est à peu près autour du 14e jour de cycle, bah, tu commences la tisane dans laquelle il y a des plantes qui vont réduire le déséquilibre hormonal, et puis ça pourra accompagner. Après il y a aussi beaucoup dans la nutrition qui fait, donc il y a beaucoup d'éléments qui peuvent aider au niveau du magnésium par exemple, si tu en prends beaucoup, du fer, si tu en prends beaucoup aussi ça peut diminuer le syndrome prémenstruel ou les douleurs de règles. Et toi, comment tu vis le fait d'être consciente de tes cycles parce que j'ai l'impression qu'en même temps c'est génial tout ce que tu vis et en même temps tu dois faire avec. Et le fait d'être consciente, est-ce que tu n'en es pas... Enfin, je pense pas, mais tu n'en es pas esclave. Tu vois, des fois on se projette en se disant de toute façon c'est ma semaine, alors... Bah, j'avais essayé justement une de ces applications sur smartphone qui te disent où t'en es. Et en fait, elle m'envoyait des notifications. Vous pourriez être de mauvaise humeur aujourd'hui. Et ça, j'ai supprimé direct. Et en fait, bah, je vois aussi en observant depuis quelques années maintenant mon cycle que ça dépend aussi énormément. Je peux vivre des syndromes prémenstruels de manière très légère et très joyeuse. Et c'est là aussi où, entre autres choses en compte, c'est le stress. Parce qu'en fait, la meilleure façon de ne pas avoir des règles douloureuses ou des syndromes prémenstruels, c'est de diminuer son stress. Parce que la production de cortisol empêche la production de progestérone, donc augmente le déséquilibre hormonal. Donc en fait, si on peut faire une chose principale contre le syndrome prémenstruel, c'est de diminuer le stress. Parce que j'avais lu aussi ça que... on disait que plus tu étais aligné avec toi, plus tu avais résolu tes problèmes, etc., plus en fait tes règles vont être moins douloureuses. C'est vrai, puis toi tu me dis même d'un point de vue chimique en fait, physique. Okay. Ouais, ça s'explique chimiquement. Et on avait cette discussion aussi de savoir, tu me disais que les femmes, tu avais l'impression qu'elles avaient plus de peine avec la cyclicité que les hommes, et je me demandais, est-ce que... en discutant un peu comme ça, il y a cette manière de vivre en Occident où on travaille énormément et on n'est pas du tout focus sur les cycles, tu vois. Bah, c'est ça. Ouais, ok. Je pense que suivant quel contexte, on n'aurait pas de peine à vivre notre cyclicité. Okay. C'est juste qu'on nous demande d'être toujours... On nous demande d'être constante alors que factuellement on ne l'est pas. Donc on nous demande d'avoir toujours la même humeur, d'avoir toujours la même implication, le même degré d'énergie, alors que physiquement on ne peut pas, ce n'est pas possible. Et du coup c'est là où on se force et c'est là où on a de la peine avec notre cyclicité. C'est là où on peut tomber dans quelque chose où on n'écoute pas cette cyclicité. Et pour moi, je t'avais fait part, je crois, d'un conte qui est mentionné dans ce livre, c'est le livre « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estés. Et elle raconte en fait une histoire c'est l'histoire d'une femme squelette en fait. Et c'est un homme qui pêche une femme squelette et qui en prend énormément peur et qui essaye de s'enfuir, sauf qu'il ne se rend pas compte qu'elle est accrochée à sa canne à pêche parce c'est un pêcheur. Et du coup, il fuit, elle le suit, et au bout d'un moment, il se rend compte que plus il fuit, plus la femme squelette le suit. Donc, il décide d'attendre, elle le rejoint, et puis là, il prend soin d'elle.
En fait, il se dit, oh, mais la pauvre, en fait, elle doit avoir froid, elle n'a que des os, il lui fait un feu et tout. Et au bout d'un moment, le squelette redevient une femme. Et puis tout ce conte qui vient des Inuits nous raconte l'importance d'accepter ce cycle vie-mort-vie. Et pour moi, les cycles menstruels, ils sont là pour nous apprendre ça aussi. Et c'est là où des fois j'ai l'impression que les hommes ont moins de peine à accepter quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence, quelque chose qui se retermine, quelque chose qui recommence. Alors que nous, on est faites de ça, mais on a quand même à chaque fois plus conscience du fait que c'est un deuil justement, mais parce qu'on le vit à l'intérieur. Enfin, je veux dire, moi, à chaque fois que j'ai mes règles, je suis en deuil, quoi. Voilà. Et comment l'herboristerie peut t'aider dans ces moments-là? Bah, ça dépend si justement je prends des plantes qui vont essayer de réguler ma balance hormonale. Mais je dis tout en ne cachant pas ces cycles, tu vois, et en même temps en accompagnant. Parce qu'on pourrait très bien se dire, par exemple, tu as une contraception ou quelque chose, et puis tu annihiles tout ça, et puis ça fonctionne quand même. Mais avec l'herboristerie, tu as quelque chose de naturel qui vient t'aider. Et puis pourtant, tu en es quand même consciente et tu vis quand même les choses. C'est juste. Bah, les huiles essentielles, pour ça, elles m'aident beaucoup. Juste toute la symbolique qu'elles ont, ou de manière olfactive aussi. Il y a des huiles essentielles qui aident à briller, à retrouver la joie. Alors celles-ci, j'adore les prendre en ovulation, parce que ça, en fait, moi, c'est ça aussi, ça c'est très personnel chez moi. J'aime bien aller dans l'emphase de ce que je suis en train de vivre, c'est-à-dire, ok, je suis en train de briller, mais j'ai envie de briller. Et après, je suis en syndrome prémenstruel, je remets en question toute ma vie. Ok, je vais prendre, je vais me tartiner d'huile essentielle, hyper introspective, hyper de reconnexion à soi, à son âme. Et puis, moi, j'utilise les huiles essentielles pour aller dans l'emphase, dans l'extrême de chacun de mes cycles. Parce que je suis encore dans cette phase de découverte. Et puis peut-être qu'il viendra une phase où j'aurai envie d'aplatir un peu la montagne russe. Pour l'instant, j'aime bien. Mais voilà, c'est comme ça que j'utilise. Et puis après, je ne prends pas forcément toujours des plantes qui sont à visée hormonale, par exemple. Quand j'ai mes règles, je prends mes petites infusions de lavande, ça fait comme un câlin, ça fait du bien. et voilà, j'utilise aussi pour ça, quoi. J'avais lu, tu sais, je crois que c'était un message des hommes vrais au monde mutant. Et là-dedans, je me rappelle que c'est des nomades qui sont dans le désert. Et ils utilisaient le sang des menstruations. Ils le mettaient dans un tube derrière. Puis en fait, à la fin, ça en faisait comme une pâte. Et en fait, cette pâte, ils l'utilisaient pour les plaies ou pour plein de choses. Cataplasme, ouais. Super intéressant, non? Super intéressant. Ouais. Il y a autre chose de très intéressant dans ce livre. Dis-moi. Je peux? Ouais, vas-y. Il parle des protéodies. Il le nomme pas comme ça. C'est les mélodies des protéines. Oui, tu m'en avais parlé, vas-y. Ils ont découvert que une protéine, c'est 3 acides aminés. C'est comme 3 perles que tu enfiles et qui font le bracelet de la protéine. Et puis en fait, chaque acide aminé a une vibration. Et du coup, 3 qui s'assemblent ensemble, ça fait telle vibration. 3 autres, ça fait une autre vibration. Et en retranscrivant ces vibrations en son, ça fait des petites mélodies. Et du coup, ils ont réussi à capter la mélodie de chaque protéine. Okay. Et ils se sont dit, mais c'est dingue, mais est-ce que si je fais écouter la mélodie à la plante, est-ce que ça a aussi l'impact de faire que la plante, elle va créer cette protéine, alors qu'elle n'en a pas forcément besoin, qu'elle n'est pas en train de le faire. Mais par exemple pour la booster ou bien... Ouais. Okay. Donc ils ont fait l'exercice, une serre de tomates sans musique de protéodie, une serre de tomates avec les mélodies. Et en fait, les tomates ont généré les protéines dont elles entendaient la mélodie. Ouais. Et puis dans ce bouquin, justement, c'est cette médecin très terre-à-terre, très scientifique, qui voit cette tribu guérir une plaie en chantant. Et en fait, ils utilisent ces protéodies, donc ils chantent la chanson de l'os, ils chantent la chanson du muscle, ils chantent la chanson de la peau. Et ça fait que la peau se créait en entendant leur chanson. Dingue. Ouais. Tout ça, on vous mettra en description, enfin le maximum, hein. On essaie de faire le maximum. Vous pourrez retrouver ça. Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager? Par rapport à un de mes soins? Par rapport à un de tes soins, oui. C'est une histoire que j'aime bien raconter. Après, je ne sais pas si je peux, si le mérite me revient complètement, mais c'était pour
pour une femme qui avait envie de tomber enceinte. Et du coup, je lui ai fait un mélange pour tisane que je lui ai conseillé de prendre. Et comme je fais tout le temps, je lui ai dit, tu me dis le jour auquel tu commences. Comme ça, je compte 21 jours et je te recontacte dans 21 jours, on regarde pour la suite. Et puis, en fait, elle ne m'a jamais contactée. Donc, je me disais, mais elle n'a pas encore commencé cette tisane et tout. Et du coup, je l'ai recontactée. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as commencé la tisane? Elle m'a dit, oui, je l'ai bu une fois et après, j'ai dû l'arrêter. Parce qu'en fait, dans cette tisane qui augmentait la force de l'utérus pour recevoir une fécondation, bah, ça crée aussi des contractions utérines. Et puis du coup, ça, dès que tu es enceinte, il faut l'arrêter parce que ça peut aussi créer une fausse couche. Okay. Et du coup, je lui avais dit, mais si tu tombes enceinte, tu l'arrêtes cette tisane tout de suite. Et puis elle m'a dit, oui, je l'ai prise une fois. Et j'ai dit, mais et plus? Elle me dit non, parce que je suis enceinte. Et du coup, je me suis dit, il faut faire attention à qui on donne des plantes quand même. Donc voilà, ça c'est ma petite histoire que je suis fière de raconter, mais encore une fois, je pense qu'il y a plein d'autres choses qui ont fait que maintenant elle accouche normalement aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? C'est dingue. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une prémisse à ton histoire? Maintenant, je me rappelle. Oui, la prémisse, c'était qu'elle avait fait une fausse couche. Ouais. Et que du coup, j'ai pris en compte dans mon soin le fait que bah, il y avait dans mes propositions une tisane pour qu'elle puisse retomber enceinte, mais d'autres propositions qui permettaient aussi de faire le deuil, de faire la place quoi, pour un nouveau bébé qui voudrait arriver, bah déjà qu'elle puisse faire le deuil correctement du bébé qui est venu dire coucou en fait. Et puis ouais, je t'avais donné cet exemple, je crois, quand je te parlais des 4 éléments, parce que j'avais passé en revue le soin à la fin et je m'étais dit, il n'y a pas de terre. Et je me suis dit, mais bon sang, bien sûr, il faut qu'elle aille enterrer son bébé, en fait. C'est ça la terre qui manque. Ouais. Et du coup, je lui ai conseillé de faire un petit rituel à son goût pour enterrer son bébé. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Voilà, je crois t'as encore quelque chose que tu aimerais dire, discuter. Pour moi, l'herboristerie, elle s'inscrit dans une médecine qui est nommée alternative chez nous, mais qui est la médecine ailleurs. Par exemple, au Japon, les médecins, ils sont engagés pour faire de la prévention. Donc, c'est là où un patient, il va payer son médecin. Donc, son médecin... Pour ne pas avoir de maladie, en fait. Si tu tombes malade, ton médecin doit venir gratuitement te soigner. C'est vrai? Et ça change toute la perception de la médecine, en fait. Parce que du coup, la santé, c'est pas juste je tombe malade, je me guéris. Ouais. C'est je fais en sorte de ne pas tomber malade. Je me maintiens en homéostasie, ce qu'on appelle, qui est l'équilibre interne. Et du coup, un bon médecin, c'est quelqu'un qui va te permettre de rester en équilibre et pas quelqu'un qui va bien te soigner quand tu es tombé malade. Voilà. Très, très bonne remarque. Merci. Je vais changer de médecin. Oups. Désolée. Merci Morane d'être venue sur la chaîne pour nous partager ton savoir, tes expériences. Avec grand plaisir. C'était super intéressant et j'espère que pour vous aussi. Il y a le lien de Morane dans la description. Elle est sur monsang.ch. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Et il y a 15 minutes gratuites. Donc si vous voulez voir si le courant y passe et si elle peut vous aider, voilà, c'est tout bonus. On fait aussi des podcasts donc sur Spotify si vous voulez écouter dans la voiture ou à la maison. Sentez-vous libre. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. C'est comme ça que ça fonctionne, ça nous aide énormément. Et on fait ce média tous ensemble, donc votre aide est indispensable. Enfin, si vous êtes vous-même thérapeute, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des expériences, des anecdotes ou des convictions que vous voulez partager. Cette chaîne est aussi là pour vous donner la parole. Merci à tous et à bientôt.